Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Onassis, étudiant en troisième doctorat biomédical. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cours de médecine physique et de réadaptation. Déjà en entrée, ces cours s'adressent aux étudiants de deuxième doctorat biomédical, aux médecins, médecins stagiaires et à toutes les personnes qui voudront bien soit revoir les cours ou en savoir un peu plus sur le cours de médecine physique et de réadaptation. Pour aborder les cours, nous allons le faire à l'aide d'un plan du cours. Le plan du cours comprend 5 parties au total, ou 5 chapitres. Nous avons le premier point, c'est l'introduction. Le deuxième, c'est le premier chapitre, où on va parler des rappels des notions d'anatomie et de physiologie. Au deuxième chapitre, on verra les agents physiques tels que le courant électrique, la lumière, le mouvement, etc. Et puis au troisième chapitre, on verra les thérapeutiques de traitement et enfin, on verra la réadaptation cardio-respiratoire et quelques soins spéciaux. Passons au premier point qui est l'introduction. En fait, ici, l'élément clé que j'aimerais attirer votre attention, c'est de savoir l'approche qui est utilisée en MPA. On parle d'une approche qui est biopsychosociale. Donc cette approche, elle représente en fait une prise en charge qui est globale. Donc on parle de l'holisme, l'homme et corps, esprit, et puis psychosocial. Dans le corps de l'homme ou sa partie somatique qui est représentée avec ses composantes biologiques, la partie spirituelle qui est immatérielle, en fait c'est un résultat de l'interaction biologique et de l'éducation que l'homme porte en lui. Et la dernière partie de l'homme, nous allons nous allons intégrer dans sa prise en charge la partie psychosociale, qui est en fait l'expression qu'a l'homme avec son corps, son éducation et son comportement dans son environnement. Le justification, bon, ici c'est à lire, on peut les lire avec les notes, c'est pas vraiment important. Donc ici, les objectifs du cours de MPA, c'est de fournir aux étudiants des éléments de médecine physique et de réadaptation. Bon, ici, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est cet objectif, c'est lui d'initier le médecin à travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Donc, en fait, avec cet objectif, on peut déjà comprendre qu'avec l'actuel système, avec l'allure où vont les choses, dont le médecin il est appelé à développer un esprit d'équipe, à travailler en collaboration avec les autres disciplines pour le bien du patient. Donc c'est vraiment important. Dans ces paragraphes, c'est que nous pouvons comprendre ici, on dit le terme handicap est un substantif relatif. Donc déjà, ces termes, c'est capital, je pense, ça a aussi fait partie, c'était une question d'examen. Dans les termes handicap en soi, c'est un substantif qui est relatif. Donc ici, on peut y avoir une personne qui peut avoir un handicap physique, une autre personne peut développer un handicap mental. Donc c'est en fait cette relativité. Et puis, c'est lui qui débute par une déficience et qui conduit à une incapacité d'assurer certaines activités relatives à sa vie quotidienne vont aller vers des complications. Alors pour expliquer cette partie, je prends un exemple. Vous avez une plaie au talon. En fait, cette plaie au talon, ça va créer chez vous une déficience. Donc nous avons une déficience qui est physique. Et cette déficience, ça peut évoluer, ça peut conduire à une incapacité. L'incapacité d'assurer certaines activités. L'activité, c'est de marcher.
Et à la fin, ça peut évoluer vers des complications. Donc, les complications ici, on peut avoir un cas de tétanos, ou peut-être on peut avoir une ulcération ou une ischémie, peut-être pour le pied diabétique. Donc c'est un peu ça. Par rapport aux généralités, je crois que nous l'avons déjà évoqué en introduction, où nous avons parlé de ces triangles, l'holisme qui représente l'approche globale de la personne. Donc il y a le corps, l'esprit et puis le psychosocial. Donc la médecine physique se résume en 3 missions. Donc ici, ces termes vont nous permettre de définir la MPA, dans la rééducation, la révalidation et puis la réadaptation. En fait, tous ces 3 termes, ce sont des synonymes. Et ici, nous allons peut-être marteler sur la réadaptation qui est médicale, scolaire et puis psychosociale. Par rapport à la réadaptation médicale, ici, dans SCV, remettre le malade qui avait fait une maladie dans son état d'avant. Ici, on a pris l'exemple de la diarrhée. Par exemple, pour la diarrhée, on va donner un traitement symptomatique. On va réhydrater ces patients. La deuxième réadaptation qui est scolaire. Donc ici, on va juste donner des aptitudes intellectuelles suffisantes par rapport à l'âge chronologique aux enfants en retard mental. Ici particulièrement, ce sont des enfants qui sont peut-être qui sont atteints des IMC ou bien des enfants qui ont un trouble des langages. Comme je l'ai dit précédemment, avec ces 3 termes, ça nous permet de donner une définition de la MPA. Donc comme étant une branche médicale utilisant les moyens physiques dans le but diagnostique et ou thérapeutique, tout en octroyant au maximum toutes les capacités en vue d'augmenter l'autonomie. Abordons maintenant le premier chapitre sur le rappel des notions d'anatomie et de physiologie. Ici, pour rappel, on va rappeler la peau, les systèmes nerveux et le système endocrinien, et enfin il y aura les systèmes musculo-squelettiques. Pour la peau, l'élément essentiel à savoir, c'est que la peau, c'est un organe qui est le plus important et le plus grand en termes de taille. Elle pèse environ 4,5 à 5 kg. Son épaisseur mesure entre 0,5 et 4 mm. La peau a pour rôle notamment le maintien de l'équilibre et protège l'organisme. Elle joue également un rôle de barrière contre les agressions et elle a un rôle dans le maintien de la température corporelle. Le reste des rôles, vous pouvez les trouver dans le support du cours. Le système nerveux endocrinien, ici le mot essentiel, c'est de savoir que les systèmes nerveux se divisent en 2. On aura un système nerveux central et les systèmes nerveux périphériques. Le système nerveux central à son tour, il va se diviser en 2 parties. On peut dire il va se diviser en encéphale. Et toujours dans cette lignée, on aura l'encéphale, le cervelet et le tronc cérébral. De l'autre côté, on aura la moelle épinière ou la moelle spinale. Et le système nerveux périphérique, il va se diviser également en 2. On aura le système nerveux somatique qui est volontaire et le système nerveux autonome qui n'est pas contrôlé par la volonté, qui va donner des systèmes. On aura les systèmes nerveux orthosympathiques ou sympathiques et le système nerveux parasympathique. Et à cela, on peut ajouter pour le système endocrinien, notamment, il va contrôler essentiellement les variations à l'aide des hormones, à l'aide de la sécrétion des hormones. Il va contrôler les différents paramètres biologiques. Et toujours à ces systèmes nerveux, on lui décrit 3 fonctions principales. La première fonction, elle est sensorielle.
la deuxième motrice, et puis la troisième fonction, elle est intégrative. La fonction sensorielle, ça fait justement référence aux différents stimuli, que ce soit externe ou interne. Et puis la fonction motrice, elle est représentée notamment par la production de mouvements grâce à la contraction musculaire ou la sécrétion glandulaire, etc. Et puis la fonction intégrative, c'est cette fonction qui aura pour rôle l'analyse de l'information. Donc il y a un centre intégrateur au niveau du cerveau qui va coordonner tous les stimulus et il va donner une réponse adaptée par rapport à l'information. Et en dernier, les systèmes musculaires ou les systèmes musculo-squelettiques. En fait, c'est ce système qui est un peu important. Donc, ici, pour rappel, on traite de muscles dans cette partie. Donc, ce que nous devons savoir est que nous avons au moins 4 types de muscles. On aura le muscle agoniste, c'est celui qui produit l'action donnée. On a le muscle antagoniste. Le muscle antagoniste, c'est le muscle qui réalise une action contraire au muscle agoniste. C'est-à-dire si le muscle agoniste se contracte, le muscle antagoniste, il va se relâcher. Ensuite, on a les muscles synergiques. Le muscle synergique permet de stabiliser un mouvement, d'éviter un faux mouvement et de renforcer l'action du muscle agoniste. Et enfin, on aura le muscle fixateur. Ils ont pour fonction notamment la stabilisation de l'origine de l'agoniste de façon à augmenter son efficacité. Déjà ici, il faut connaître aussi les noms de muscles du corps humain parce qu'il y aura des questions où on va demander, peut-être pour un mouvement, quel est le muscle agoniste du mouvement et puis les muscles antagonistes. Pour ça, je vais vous mettre les liens d'une vidéo dans la description de cette vidéo. Toujours dans le système musculaire, nous allons décrire quelques paramètres essentiels. On va parler des leviers et puis on va aborder également les degrés de liberté d'une articulation. Donc, ça, c'est à lire. Dans d'autres types de muscles, nous avons le muscle cardiaque, le muscle lisse, le muscle strié squelettique. Voyons maintenant les leviers. Les leviers, par définition, c'est une barre rigide qui se déplace autour d'un point d'appui afin de faciliter les mouvements. Un levier comprend un point F appelé la force, un point A qui est le point d'appui et un point R qui est la résistance. Les segments compris entre les points F et A, ça représente le bras des leviers de force. Et les segments compris entre les points A et R, ça représente le bras des leviers de résistance. La longueur, en fait, la longueur de ces leviers, c'est ça, c'est qu'on va appeler le point FR. Ça représente la longueur totale du levier. À chaque bras, il y a une force que nous devons appliquer pour soulever ou pour déplacer une charge. Pour tout levier, en fait, pour calculer la force à exercer sur un levier, on utilise la formule F1 multiplié par AF qui est égal à FD multiplié par AR. Alors, dans cette formule, nous allons tirer la F1 la F1 ou la force appliquée. Généralement, on donne la FD. C'est la FD qui est connue. Alors, pour résoudre un exercice, vous devez toujours vous demander qu'est-ce qui est connu. Est-ce que vous avez la F1 ou la FD? Alors, il existe 3 types de leviers ou des bras de levier selon l'emplacement du point d'appui, de la force et de la résistance. Pour les leviers inter-appui, le point d'appui se trouve au milieu du levier entre la force et la résistance. Et ce levier est représenté par le mouvement des bascules et par également le mouvement de la tête sur la colonne vertébrale.
Voici un levier interappui. Le point d'appui se trouve entre la force représentée par la contraction de ses chefs musculaires, notamment les trapèzes, et la résistance qui est représentée par le massif facial ou le poids de la tête, le poids de la face. Alors, dans ces types de leviers, on les sent lorsqu'on va faire le mouvement des hochements des têtes. Le deuxième type de levier, c'est le levier interrésistant. D'ailleurs, le mot qui sort ici, c'est la résistance. Dans ces leviers, la résistance se trouve au milieu, c'est-à-dire entre la force et les points d'appui. L'exemple, nous avons l'exemple d'une brouette et également lorsqu'on s'élève sur la pointe de pied. Notez bien, il existe peu de leviers de ce genre dans l'organisme. Nous allons voir tout ça en détail. Voici un levier interrésistant. Ici, nous avons notre point d'appui et nous devons soulever toute cette charge, la charge corporelle ou le poids du corps. C'est ça ce qui représente la résistance. Alors pour se mettre sur la pointe des pieds, on doit réaliser une contraction de ces chefs musculaires, notamment le triceps sural. Ça représente les points F ou la force. Le troisième type de levier, ce sont les leviers intermoteurs. Alors ici, moteur, ça fait référence également à la force. Dans ces leviers, la force se trouve entre les points d'appui et la résistance. L'exemple est, nous avons le mouvement de flexion de l'avant-bras au niveau du coude. Voici un levier intermoteur. La force se trouve entre les points d'appui et la résistance, notamment lors de la flexion de la jambe. Et nous avons une notion importante que nous devons maîtriser dans cette partie, c'est l'avantage mécanique. L'avantage mécanique, c'est les rapports entre le bras d'élevé des forces et le bras d'élevé des résistances. Alors, ces rapports, ça va nous permettre de déterminer en fait l'efficacité du levier. Si l'avantage mécanique est supérieur à 1, on dira du levier qu'il est efficace. Alors, si l'avantage mécanique est égal à 1, le levier, en fait, l'efficacité du levier est nulle. Si l'avantage mécanique est inférieur à 1, le levier est inefficace. Alors, concernant l'avantage cinématique, elle exprime en fait la rapidité du mouvement. L'avantage cinématique est égal au rapport entre la longueur du bras des leviers des résistances sur le bras des leviers des forces. Si l'avantage cinématique est supérieur à 1, le levier sera inefficace mais rapide. Si l'avantage cinématique est égal à 1, le levier sera neutre, ni efficace, ni rapide. Si l'avantage cinématique est inférieur à 1, le levier sera lent mais efficace. Alors nous allons voir tout ça avec un exercice d'application. Ici, on nous demande de trouver la F1 pour ces leviers. Ici, la FR, ou la longueur totale du levier, est égale à 10 mètres. Le point d'appui est situé à 5 mètres, c'est pratiquement au milieu. Ici, la FD est connue, la FD est égale à 100 kg. Alors, passons à la résolution. Ici, nous avons les données. On nous a donné R ou la FD qui est égale à 100 kg. Là, on fait le point AR ou le bras de levier de résistance qui est égal à 5 mètres et le bras de levier de force qui est égal à 5 mètres. L'inconnu, c'est la F1. À partir de la formule, nous allons tirer la F1, ce qui va nous donner AR ou le bras de levier de résistance multiplié par FD ou R sur le bras de levier des forces. Alors ça nous donne 5 multiplié par 100 sur 5 qui est égal à 100 kg. 100 kg, c'est notre F1. Alors lorsqu'on va trouver l'avantage mécanique pour ces leviers, on aura un rapport de 5 sur 5 qui est égal à 1. Alors le levier est nul, donc l'efficacité de notre levier est nulle.
ainsi de suite. Vous pouvez travailler le reste. Passons au deuxième point. On va parler de la force musculaire. Et dans cette partie, nous avons essentiellement des méthodes pour tester la force musculaire. On utilise en clinique le testing musculaire et il y a d'autres moyens électriques. On peut utiliser l'électromyogramme et la chronaxie. Donc, vous devez mémoriser cette échelle, ces valeurs de MRC. On parle généralement, c'est l'échelle de Merle-Daubigné plutôt. Donc, si le MRC, on dit que c'est de 0, un muscle évalué à 0, c'est-à-dire que le muscle, il n'y a pas de contraction au niveau musculaire. Donc, s'il n'y a pas de contraction, on va coter ça à 0. Alors qu'on cote à 1, on cote 1 si le muscle présente des traces de contraction. Si le muscle est coté à D, c'est-à-dire que le muscle peut travailler sans la pesanteur. Et si le muscle est coté à 3, c'est-à-dire que c'est un muscle qui peut travailler contre la pesanteur. Un muscle coté à 4, c'est un muscle travaillant contre une résistance modérée. Alors que le muscle qui est coté à 5, c'est un muscle qui travaille contre une importante résistance. Ici également, ce sont des exercices. Par exemple, quelle position adopter pour les malades ne faisant pas intervenir la pesanteur. Pour les axes et les plans, donc ici on parle des décubitus dorsal. Nous avons trois plans. Nous avons le plan frontal. Le plan frontal, c'est ces plans. C'est un plan qui va diviser les corps humains en deux parties. On aura une partie avant ou antérieure et une partie postérieure qui est derrière. L'autre plan, c'est le plan sagittal ou une coupe sagittale. C'est ces plans qui va diviser les corps humains en deux parties. Une partie gauche et une partie droite et une partie gauche. Et le plan transversal, c'est ces plans qui va diviser les corps humains en deux parties. Une partie haute ou crâniale et une partie basse ou caudale. Par rapport aux axes, ce que vous devez retenir est que l'axe antéro-postérieur, il permet le mouvement d'abduction et d'adduction, alors que l'axe horizontal permet le mouvement d'antépulsion et de rétropulsion, et l'axe vertical ne permet que de réaliser ou ne permet de réaliser le mouvement de rotation. Donc là, c'est l'essentiel à retenir. Oui, comme nous venons d'ailleurs de le voir avec le schéma précédent, ici le plan et les axes, c'est une notion importante parce que ça va faire partie de la composition de l'examen. Alors, il y a ici un exemple, on vous donne le mouvement. Par exemple, pour le mouvement latéral du cou, le mouvement d'extension du cou, l'abduction de la hanche, la flexion plantaire du pied, l'extension de la hanche. À l'examen, on pourra vous demander de donner la position de l'axe et éventuellement le plan. Le plan, en fait, le plan dans lequel le mouvement s'exécute. Alors, pour répondre à ces genres de questions, moi j'ai une astuce. Vous devez réaliser le mouvement, soit mentalement et puis physiquement. Puis en deuxième point, vous devez vous placer en fait dans le plan. Donc vous devez voir le plan, avec lequel vous réalisez votre mouvement. Et puis lorsque vous avez le plan, automatiquement l'axe viendra parce que l'axe est souvent perpendiculaire au plan, c'est-à-dire ça va toucher, ça va buter votre plan. Alors pour le mouvement de flexion latérale du cou, c'est un mouvement qui va se réaliser ou qui va s'exécuter on doit être de face, c'est-à-dire c'est un plan
frontal. Or, l'axe qui bute sur le plan frontal, qui est dans l'axe qui est perpendiculaire au plan frontal, c'est l'axe antéro-postérieur. Oui, ça c'est la suite. La troisième notion importante, c'est le degré de liberté. Alors ici, les degrés de liberté, on peut les définir comme étant la capacité que possède une articulation selon sa forme à réaliser le mouvement dans un plan de l'espace. Et son intérêt en clinique ou en impair, ça permet de dépister le mouvement anormal ou pathologique d'une articulation. Ici, par rapport au degré de liberté, le degré maximum pour toute articulation, c'est de 3. Donc une articulation, notamment du type sphénoïde, l'articulation de la hanche, elle a 3 degrés de liberté. Alors que d'autres articulations n'ont qu'un seul degré de liberté, par exemple comme le genou avec 1 degré de liberté. Par rapport au point 4, les testings musculaires, on en a déjà parlé. On avait dit on doit connaître le muscle agoniste et le muscle antagoniste pour tout type de mouvement. Les goniomètres comme 5e paramètre. Le goniomètre, cet appareil, ça va permettre de mesurer en fait les amplitudes articulaires. Et on lui présente 4 parties à décrire. Nous avons une branche fixe, la branche mobile, l'axe et le rapporteur. Et nous avons la périmétrie, qui n'est que la mesure du contour du diamètre du muscle pour apprécier s'il y a amyotrophie de muscle. Donc ici, on apprécie la tonicité du muscle. Voyons cet exercice. En fait, ici, c'est un exercice typique. Ça combine le MRC dans les testings musculaires à l'aide de cette cotation qu'on avait vue de chez Daubigné. Ici, on nous dit la rotation du cou côté A2. Ici, lorsqu'on se réfère au MRC, D, c'est-à-dire que le muscle ou le mouvement s'exécute sans l'apesanteur, donc en apesanteur. On va nous demander de donner la position de l'axe, le plan du mouvement, le degré de liberté, le muscle agoniste et la position du patient pour que le mouvement s'exécute sans l'apesanteur. Par rapport à la position de l'axe, donc nous sommes d'abord on exécute le mouvement et puis pour voir les mouvements des rotations, on doit être dans un plan qui est transversal. Et nous avons l'axe vertical et ensuite le degré de liberté c'est de 3. Le muscle agoniste, nous avons les sternocléido-mastoïdiens. La position du patient, c'est il peut être assis ou debout. Donc ici, en fait, ce qui a conditionné le choix du plan, c'est par rapport à la valeur 2. Donc on doit être en apesanteur. Je pense que c'est tout. Nous allons maintenant aborder le chapitre 2.